Ça devrait être bien. Ok, allez, on y va. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau cours de UE1. Donc UE1, c'est tout ce qui est chimie, biochimie. Et ce cours qu'on va faire ensemble, je ne sais pas si vous l'avez un petit peu regardé à la maison. Et qui l'a regardé? Je crois qu'il était devant. Normalement, tu es censé donc l'avoir bien bossé avant de venir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a la philo. C'est pour ça que vous n'avez pas le temps. La philo est très important pour vous, pour votre... Non, je ne sais pas. Le grand oral. Et énormément de temps à passer dessus. Oui. Bon, ben tant pis. Donc, à part pour les trois qui l'ont un peu bossé, ben, vous allez le découvrir. Dommage parce que c'est un cours qui est fait par notre ami, donc le professeur Robouillon, que vous connaissez très bien. Très bien. Robouillon qui nous fait également quoi comme chapitre? Voilà, le fameux chapitre sur les orbitales. Et encore, je pourrais vous dire que les orbitales, ils le maîtrisent vachement bien par rapport à ce qu'on va faire là. Ouais. Voilà, donc accrochez-vous. Hein. Je ne sais pas si vous êtes un peu fatigué ce week-end, si vous êtes un peu en dilettante. Là, vous allez souffrir. Ce cours est... Ouais. Bon, on va essayer de le rendre sympathique, joyeux, dans la joie et la bonne humeur. Alors, donc les bases de thermodynamique, vous en avez fait un petit peu au lycée, la thermo. Voilà, un petit peu. C'est quoi pour vous la thermo? La première loi. Le premier principe de la thermodynamique, c'est quoi? Ah si, tu devais avoir trop tard. Ouais. Ça, c'est vos souvenirs de terminale. Oui. Bon, d'accord, on va repartir à l'autre. Donc, base de thermodynamique. Hop. Alors, premier principe, oui, là. Premier principe de la thermodynamique. Il va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, au début, vous avez donc toutes sortes d'introductions, de définitions, de pas mal de vocabulaire, pas mal de notions dont on va avoir besoin pour la suite. Premier principe de la thermodynamique. Deuxième principe de la thermodynamique. Et non pas troisième principe, mais ce qu'ils appellent donc l'empapillement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce que le prof a fait en à peu près 1h30 donc à la fac, normalement, il faudrait à peu près 5 à 6 heures pour maîtriser le cours. Donc, vous ne pourrez pas maîtriser. Donc, vous, il faudra juste encore une fois se contenter du minimum pour pouvoir répondre au QCM. C'est toujours la même approche. Hein. C'est de comprendre suffisamment pour que le QCM, quand il va arriver, on se dise « ça va, je comprends ce qu'il veut ». Voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment une grosse maîtrise de la thermo, ça ne suffit pas. Un autre petit souci qui va arriver, mais quand vous serez à la fac, ça, c'est la thermo qui est faite en UE1, donc par Robouillon. En UE3, il y a un autre prof qui fait aussi de la thermodynamique, qui s'appelle Brezard. Ils ne font pas exactement les mêmes choses. Et ça peut arriver que même ils se contredisent sur des formules. Donc, c'est encore plus bordélique. Ça veut dire que pour Robouillon, il faudra prendre ça pour la chimie. Et pour Brezard, il faudra prendre autre chose pour la physique. Oui, ils ne se concertent pas, ils travaillent ensemble. Non, mais c'est juste pour vous expliquer, c'est la réalité de la chose. Après, si vous, maintenant, vous êtes passionné par la thermo et vous voulez en faire tout seul, si vous voulez. Mais bon, je ne sais pas trop. Alors, en introduction, donc sur ce cours, en fait, vous allez voir, vous avez ici les petits encadrés à chaque fois. Et là, vous avez du cours qui est tapé. En gros, si vous voulez, les encadrés qui sont ici, c'est ce qui est sur le polycopier du prof. C'est-à-dire que le prof, il va vous fournir un polycopier. Et dans ce polycopier, vous n'aurez que ces encadrés-là. Après, parfois, il rajoute des petites choses à l'oral. Et vous avez le complément ici, soit qui reprend intégralement ce qui a marqué dans l'encadré, plus donc, ce qui est complété par le prof. Donc, si jamais, entre là et là, il y a les mêmes choses, c'est normal. Okay.
Donc ici, en introduction, donc on va essayer d'expliquer un petit peu dans ce que c'est que la thermo. Donc la thermo, donc dans thermo, il y a THE comme thermomètre qui mesure la température. Donc en gros, on va dire que la thermodynamique, c'est basé sur des échanges d'énergie qui peuvent faire évoluer. Voilà. Grossièrement, ça va être un peu comme ça. La thermodynamique, ça va être un petit peu comme en mécanique. Donc la mécanique, on avait fait au lycée. Donc quand vous étudiez donc, la mécanique au lycée, qu'est-ce qu'on vous demande toujours de faire en premier? De définir le système. En thermo, pareil. Il faut définir un système, sur quoi on va travailler. Et par rapport à ce système-là, au lieu d'étudier comme en méca, donc quelles sont les forces qui vont agir dessus, et donc quel sera le mouvement, vitesse, accélération, ça c'est méca. Thermo, on définit un système, et par rapport à ce système, qu'est-ce qu'il y a comme échange d'énergie? Avec quoi? L'échange d'énergie entre le système et ce qu'on appelle l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'on va définir l'extérieur? Tout ce qui n'est pas le système. Donc, si mon système, c'est la souris, c'est quoi l'extérieur? Tout le reste. Et donc, entre ma souris et l'extérieur, il va y avoir des échanges d'énergie. D'accord? Voilà. Donc, concrètement, c'est ça qu'on va faire. L'échange d'énergie. Bon, après, on vous dit, on peut faire des hypothèses en lien avec la mécanique ondulatoire et corpusculaire. On ne va pas le faire. Et en gros, donc, on va s'intéresser, je zappe un petit peu, hein, donc peut-être vous lirez tranquillement. Là, vous avez un petit aspect un peu historique que vous lirez également tranquillement. Ça tombe quasiment jamais. Donc, on vous dit Carnot, c'est lui qui a commencé à travailler sur la thermo. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans le petit encadré? Donc, Carnot, il a expliqué qu'en travaillant sur des machines à vapeur, donc ici c'est marqué, donc sur les machines à vapeur, en gros, on fournit de l'énergie, machine à vapeur thermique, et la machine elle se met en mouvement. Donc, il y a de l'énergie mécanique. Donc, par exemple, les trains à vapeur. On fournit l'énergie thermique et le train se met en marche grâce à cette énergie-là. Donc, on transforme de l'énergie thermique en énergie mécanique. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le rendement d'un tel système est forcément inférieur à 100%. Donc ça, vous l'avez vu et revu normalement 50 000 fois au niveau du lycée. Quand même que mon fils, il fait ça en quatrième, pour dire. Vous savez, faites souvent ce petit schéma avec ici donc, le système. Ce qui rentre, c'est de l'énergie. Donc, on appelle ça l'énergie d'entrée. Ici, l'énergie sortie. Et voilà, les petites flèches ici, énergie thermique. On appelle ça les pertes par l'effet Joule. Exactement. Ça vous dit quelque chose, ça? Comme je l'ai dit, depuis la quatrième, normalement, on fait ça. Donc là, l'exemple de la machine à vapeur, c'est quoi? Énergie thermique en entrée, énergie mécanique en sortie, mais il y a des pertes par effet Joule. Un autre exemple bidon, une ampoule. Qu'est-ce qu'on envoie pour qu'elle s'éclaire? De l'énergie électrique, en sortie, énergie. Par contre, vous mettez la main dessus, c'est chaud, donc est-ce que le but c'est de chauffer? Non, c'est bien des pertes par énergie thermique. En gros, si vous voulez, tous les systèmes, presque tous, ont des pertes donc thermiques, sauf un. Le chauffage. Votre chauffage électrique, vous envoyez l'énergie électrique. En sortie, qu'est-ce qu'on a? On veut se chauffer, donc c'est l'énergie thermique. Et dans ce cas, est-ce que les pertes, c'est des pertes? Non, on se chauffe quand même avec les pertes. Donc là, on aurait un rendement de combien? Voilà. À part celui-là, tout le reste, forcément, si c'est pour faire autre chose que de se chauffer, il y a forcément des pertes. OK? Voilà, donc ça, c'est un petit schéma qui est assez intéressant donc, pour comprendre, parce qu'on va beaucoup s'intéresser à ça. Voilà, perte, chaleur, tout ça, on s'en fout. Alors, Boltzmann, celui-là, il va être intéressant, donc retenez bien ce nom, surlignez-le au jaune fluo si vous voulez. Boltzmann, c'est le premier, si vous voulez, donc scientifique qui, en travaillant sur la thermodynamique, a fait le lien avec ce qu'on appelle le microscopique. J'espère que vous vous rappelez cette petite différence entre macro et micro. Macro, c'est quoi? C'est à l'œil nu, donc à notre échelle, et micro, c'est à l'échelle tout petit. Donc, si vous voulez, quand on parle de thermodynamique à la base, comme ici par exemple,
l'énergie en entrée électrique, en sortie quelque chose de lumineux. Dans tout ça, est-ce qu'à notre échelle, donc à l'échelle humaine, on peut contrôler tout ça? Oui. Le thermique, comment on va voir qu'il y a bien un effet thermique qui se produit? On va sentir, on va tout simplement mesurer la température. Donc ça, on est bien dans le macroscopique. Et en fait, Boltzmann, c'était le premier en 1872, bon, la date, on s'en fout, qui a réussi à faire le lien entre le macroscopique et le microscopique. De quelle manière? Exactement. Voilà. Quand la température augmente, au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe? Agitation moléculaire, ça s'agite de plus en plus quand j'augmente la température. Ou inversement, si je diminue la température, l'agitation est de plus en plus faible. Jusqu'à la température la plus basse, où là, qu'est-ce qui se passerait? Plus de mouvement. Comment s'appelle cette température la plus basse où il n'y a plus de mouvement? Le zéro absolu. Ou encore le zéro Kelvin. Eh oui, tout ça, vous ne l'avez pas déjà vu? Entreaperçu. Vite fait. OK. Donc là, si vous voulez, c'est lui qui, en premier, donc, a justement fait ce lien entre le macroscopique et le microscopique sur la température, le mouvement des particules, etc. Et en gros, si vous voulez, le Kelvin, il a commencé à arriver à partir de ces environs-là, si vous voulez. Parce qu'avant, on avait d'autres unités de température. Vous avez fait le chapitre sur la métrologie en maths, UE4? Oui. Voilà. Donc, normalement, dans ce chapitre sur la métrologie, les unités, les dimensions, etc., on vous parle de la température. Et la température, on sait qu'il y a plusieurs unités. Degrés Celsius, Kelvin. Après, pour les Anglais, c'est Fahrenheit. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus laids, on s'en fout un peu. Pourquoi nous, dans la vie de tous les jours, on est sur les degrés Celsius? Le zéro en degrés Celsius, c'est quoi pour nous? Ouais, c'est la fusion de l'eau. Donc l'eau qui passe de liquide à solide, ou dans notre sens, si tu veux. D'accord? Pourquoi est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, on se sert du degré Celsius? C'est le plus adapté par rapport à notre environnement. L'eau, on en a quand même un petit peu sur la Terre de l'eau. Non, c'est pas court. Bref, c'est vrai qu'on en a de moins en moins en ce moment. Ouais. Sauf la semaine dernière, parce qu'il a bien plu. Mais bon, le zéro, pour nous, degré Celsius, c'est notre référence parce que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on l'utilise. Maintenant, dans ces environs-là, 1872, on a introduit une nouvelle unité de température, le Kelvin, parce que c'est basé sur quoi? Sur l'agitation. Là, d'un point de vue scientifique, dire plus j'augmente la température et plus ça s'agite, on est sur du concret là. D'accord? Donc, pour les scientifiques, on est en Kelvin, et pour nous, dans la vie de tous les jours, on est en degré Celsius. Et les Anglais qui sont un peu tordus, Fahrenheit. Référence, évidemment, au parfum. Et là, ils se disent, ils rigolent ou pas? Mais non, aucun rapport. Mais c'est pas ce parfum, Fahrenheit. Il pue. Donc, écoutez, continue. Voilà. Et donc, ici, température, agitation, etc. Boltzmann, c'est lui qui va introduire ce qu'on appelle la notion d'entropie. Surlignage entropie, parce qu'on va le revoir un peu plus tard. Est-ce que ça vous parle, ça, cette notion d'entropie? Parce que vous l'avez déjà vu au lycée. Dans le cours, oui, forcément. L'entropie, c'est ce qui va caractériser ce qu'on appelle le désordre. Donc, le désordre, ça veut dire que plus il y aura d'agitation, et plus ça va créer du désordre. J'ai une question. On parle de Boltzmann, c'est la dernière fois qu'on parle de Boltzmann dans ce cours. Dans le cours de LZ, je crois qu'on avait fait une formule sur la théorie des énergies cinétiques avec agitation avec agitation des molécules. Et il y avait une formule, 1 sur 2 par m fois v au carré, vitesse moyenne au carré. Et mettre de de qualité. Voilà. Avec quelle la constante de Boltzmann? Oula, c'est une démonstration compliquée. Ah ouais. Boltzmann, il parle surtout de statistiques, donc il fait beaucoup de probabilités. Laisse tomber. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu veux faire de la thermo poussée, c'est pas 1h30 comme il a fait ici. Oh les gars, sérieux, je vous sépare, c'est pas pourquoi tu l'as parlé, ils sont lourds. Là. Donc tu vois, si tu veux faire de la vraie thermo, c'est plusieurs semaines avec plusieurs heures. Donc vous ne pouvez pas faire la démonstration. Non, c'est très très compliqué. Il faut juste faire le lien que j'augmente la température, ça augmente le désordre. Et donc, si le désordre augmente, c'est que la vitesse va forcément. Voilà. Donc, les particules vont se déplacer de plus en plus vite. C'est pour ça aussi que quand je passe de solide à liquide et à gaz,
dans quel état il y a le plus de désordre? Dans le gaz, forcément. Parce que c'est dans le gaz qu'il y a le plus de mouvement. Les particules gazeuses se dépassent très vite, d'où vitesse très élevée, reliée à la température. Donc, effectivement, c'est même faire ce lien. Donc, ensuite, il nous fait on est un peu chauvin ici. Genre, c'est à Marseille qu'on a eu le plus grand thermodynamicien. Donc, référence évidemment à Jules. Donc, là, il s'appelle Joule. Donc, c'était l'ancêtre de Jules. Donc, déjà à l'époque, c'était un grand scientifique. On peut défier après. Bon, tout ça, ça s'arrête. Allez, ensuite. Donc là, on va balancer dans beaucoup de définitions que vous devez connaître. Et là, par contre, ça tombe régulièrement. C'est des petites questions pas très compliquées qu'il faut juste apprendre. Déjà, pour définir le système, bon, en fait, j'ai dit, première chose, quand on commence à étudier donc la thermo, sur quel système on fait l'étude. Et votre système, il peut être soit homogène, isolé. Donc ça, c'est une première chose pour le définir. Ensuite, on peut le définir comme fermé, ouvert. Donc déjà, ce qu'on appelle un système homogène. D'ailleurs, il manque un truc là. Il manque aussi système hétérogène. Vous voyez, ici, il est marqué système homogène, système hétérogène. Il n'en définit qu'un seul à côté, parce que l'autre, c'est tout simplement l'inverse. Bon, ça, vous connaissez, donc un système homogène, c'est lorsque toutes les entités donc, de ce système-là sont sous le même état. Donc, par exemple, tout est à l'état liquide. Parce que si j'en ai un qui est liquide et l'autre solide, c'est un système qui est hétérogène. Voilà, donc homogène, c'est qu'il est en tout point identique, donc identique avec les mêmes caractéristiques. C'est la même pression partout, c'est la même température partout, c'est le même état partout. Voilà, ça, c'est homogène. Hétérogène, c'est l'inverse, vous avez compris. Ensuite, on va définir si notre système, par rapport à l'extérieur, est-ce qu'il est isolé, fermé ou ouvert. Donc, pour ces 3 points, donc, ils vont ensemble. Ça va dépendre en fait de ce qui va pouvoir échanger avec l'extérieur. Si le système est, on va commencer par ouvert. Donc, un système qui est ouvert, il peut échanger tout ce qu'il veut. Il peut échanger de la matière et il peut échanger aussi de l'énergie. C'est surtout par rapport à ces deux aspects qu'on va travailler, matière et énergie. Okay. Donc, ouvert, un exemple très simple, très simple. Voilà, vous avez une casserole, vous mettez de l'eau pour faire des pâtes. D'abord, on va chauffer. D'accord? Je chauffe, j'envoie de l'énergie. L'énergie, elle va dans la casserole où il y a de l'eau. Donc là, il y a bien de l'énergie qui rentre dans mon système. OK? Je ne mets pas de couvercle. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, ça va chauffer, ébullition, l'eau, elle va sortir. Sous forme de vapeur. D'accord? Donc là, j'ai une perte de matière. Donc il y a de la matière qui sort de mon système. Dans ce cas-là, j'ai bien un système qui est ouvert. Je peux échanger de la matière avec l'extérieur et de l'énergie aussi. Système fermé. Je reprends ma casserole. Je mets le couvercle. Qu'est-ce que je peux échanger? Ben là, que de l'énergie. Je chauffe ma casserole, je lui apporte de l'énergie. Par contre, comme j'ai mis le couvercle, est-ce que la vapeur d'eau, elle va sortir de mon système? Eh non, c'est fermé. Donc, il n'y a pas d'échange de matière. Et après, vous avez ce qu'on appelle donc un système isolé, où là, il n'y a ni échange de matière, ni échange d'énergie. Alors, l'exemple dans la vie de tous les jours, vous connaissez certainement, le thermos, ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà, le thermos, c'est on a préparé un café, par exemple, il est bien chaud, hop, je le mets dans mon thermos, je ferme. En théorie, il est censé être isolé, c'est-à-dire que normalement, au bout de quelques heures, la température de mon café ne devrait pas évoluer. Bon, là, il faudrait vraiment qu'il soit parfaitement isolé. Ce qui n'est pas souvent le cas parce que, bon, si vous l'achetez à Lidl, par exemple, mais c'est très bien. Par contre, Action, laissez tomber. C'est toujours de la merde. Mais c'est pas cher. Moi, j'aime bien. Donc, système isolé. Pas d'échange d'énergie ni échange de matière. OK? Ça, régulièrement, des questions là-dessus. Donc, si vous avez un QCM qui porte sur ça, enfin, une question qui porte sur ça, c'est cadeau. Si vous portez là-dessus, c'est dommage. Alors, pour la suite, vous avez ici donc une convention par rapport à ce qui va être échangé avec l'extérieur. Donc, qu'on échange de l'énergie ou qu'on échange de la matière, mon système, il n'y a que deux possibilités. Soit il reçoit la matière ou l'énergie, soit au contraire, il fait sortir la matière ou l'énergie. Dans ce cas-là, par rapport au système, si donc, cette énergie, par exemple, elle est fournie
par le système vers l'extérieur. Donc, c'est mon système qui donne à l'extérieur. On le comptera négativement. Ça sort du système, c'est compté négativement. Mais si à l'inverse, mon système, il reçoit cette énergie, je chauffe la casserole reçoit de l'énergie, ça sera compté positivement. Alors ça, moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, il y avait un prof, il m'avait donné un petit moyen mnémotechnique pour retenir, ce qu'il appelait la théorie du porte-monnaie. Bon, ça m'a marqué à l'époque. Théorie du porte-monnaie. Donc, le porte-monnaie, c'est mon système. Donc, si l'argent, elle sort du porte-monnaie, ben, si ça sort, c'est négatif. Si au contraire, mon système, c'est le porte-monnaie et que l'argent rentre dans le porte-monnaie, ben, c'est positif. Voilà, donc c'est un petit moyen mnémotechnique qui m'est resté jusqu'à encore maintenant. Je le donne à mes élèves, c'est sympa. Ensuite, toujours dans la définition du système. Quelles sont les variables qu'on va prendre en compte? Donc les variables, ça veut dire ce qui va varier, voilà, donc ce qui va varier donc, au niveau du système. Alors, ça dépend sous quel aspect on travaille. Soit on le travaille sous l'aspect macroscopique, soit sous l'aspect microscopique. Pour l'instant, on va faire simple. Si je parle de l'aspect macroscopique, quelles sont les variables qui vont nous intéresser d'un point de vue macroscopique? Les variables. L'air, ça ne varie pas. La pression. Température. Volume. La matière. Masse ou matière, c'est-à-dire la quantité de matière. D'accord? Donc, ça fait PV, T, N. Ça compte rien, ça? PV, NT. Voilà. Donc, ces variables d'état, pression, volume, température et la quantité de matière, vous l'avez déjà vu, elles seront reliées dans une équation qui s'appelle l'équation des gaz parfaits. PV égale nRT. D'accord? Donc, ça, c'est une équation si on suppose que c'est sur le modèle des gaz parfaits. On peut trouver autre chose. Voilà. Donc, PV, NT, ce sont des variables d'état. Donc, ce sont des variables qui vont effectivement évoluer quand mon système reçoit de l'énergie ou quand il en libère ou de la matière. OK. Après, d'un point de vue microscopique, donc ça, rappelez-vous, c'est Boltzmann qui a travaillé là-dessus. D'un point de vue microscopique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que des molécules dans mon système ou des entités dans le système, j'en ai combien? Ben, beaucoup, énormément. Des milliards de milliards, effectivement. Pourquoi? Ben, si dans mon système, j'ai par exemple une mole, ça fait combien de molécules? 10 puissance 23. Donc, j'ai 10 puissance 23 entités. Donc, des milliards de milliards. Donc, travailler sur ces milliards de molécules et donc regarder, imaginons, j'ai un microscope et je veux regarder ce qu'elles font toutes ces particules-là. C'est un peu compliqué. Parce qu'elles ne vont pas forcément toutes faire la même chose. C'est ce que je te disais. Donc, Boltzmann, c'est très compliqué. C'est des statistiques, c'est des probabilités de comment se déplacent les molécules les unes par rapport aux autres, interaction. Très compliqué. Donc, ça, on ne va pas le faire, évidemment. Et donc, ce qu'avait réussi à faire Boltzmann à l'époque, c'est le lien entre justement le microscopique et le macroscopique. Donc, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Alors, nous, on va s'intéresser, donc, comme je l'ai dit, donc, surtout à ces variables d'état, donc pression, température, volume et quantité de matière. Et comme je viens de vous le dire, entre ces variables-là, est-ce qu'il y a une relation qui permet de les relier? Par exemple, l'équation des gaz parfaits, PV égale NR. OK. Donc, ces variables, pression, température, volume, etc., on appelle ça des variables d'état. Alors, pourquoi on appelle ça des variables d'état? Parce qu'elles dépendent de l'état initial, l'état final. Elles dépendent de l'état du système. Le fameux état initial, donc ça, c'est quand on est au début. Il y a une certaine température, une certaine pression, bon, etc. Mon système évolue. Il reçoit de l'énergie, etc. Il évolue jusqu'à un état final avec une nouvelle pression, une nouvelle température, un nouveau volume, etc. Après, nous, ce qu'on va étudier, c'est des cas particuliers où, par exemple, une des variables n'aura pas évolué. Ça vous dit rien, ça? Donc, imaginons la température reste constante. Eh non, isotherme. Voilà, donc ça, ce seront des conditions un peu particulières qu'on a étudiées. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est que par rapport à ces variables d'état, on va en distinguer deux catégories. Et ça tombe très souvent aussi. Celles qui sont intensives et celles qui sont extensives. Donc, pas très compliqué à retenir.
Les variables qui sont extensives, elles s'extendent. Donc, c'est-à-dire qu'elles évoluent avec quoi? Avec la quantité de matière. Donc, c'est-à-dire que si j'augmente la quantité de matière, la variable qui est extensive va augmenter de la même façon. Donc, je double la quantité de matière, cette variable va doubler aussi. Variables qui sont intensives, j'augmente la quantité de matière, la variable n'évolue pas de la même manière. Voire, elle n'évolue pas du tout. Alors, souvent, je donne un exemple, il n'est pas ici, un exemple très bidon, mais qui permet quand même de comprendre ce qui se passe. Imaginons, dans cette pièce, par exemple, je mets une paroi en plein milieu ici. Donc, d'un côté de la pièce, on a une certaine pression, une certaine température, un certain volume et une certaine quantité de matière. De l'autre côté, on a la même chose, la même pression, la même température, le même volume et la même quantité de matière. OK? Donc, par rapport à cette situation, hop, donc ça, on va dire c'est l'état initial. État final, j'enlève la paroi. Donc, d'un coup, mon système, c'est tout ça. Que devient la pression finale? Donc, ça, on va dire c'est l'état initial. Et ça, c'est l'état final. J'enlève la paroi. Que devient la pression? Ah oui, c'est la même. Un exemple, la pression ici, c'est la pression atmosphérique qui fait à peu près 1 bar. J'ouvre la porte. De l'autre côté, il faut aussi 1 bar. Parce qu'en ouvrant la porte, il va faire 2 bars. Donc la pression restera la même. P1. La température. Pareil. Donc là, il fait 30 degrés. Et de l'autre côté de la porte, il fait 25 degrés. J'ouvre la porte, il va faire 55 degrés. Donc la température, elle n'évolue pas. OK. La quantité de matière. J'enlève la paroi. Là, j'ai N1, là, j'ai N1. 2N1. Logique. Le volume. Tout ce volume-là, c'était V1. Tout ce volume-là, c'est V1. 2V1. Conclusion. Quelles sont les variables qui sont extensives et celles qui sont intensives? Quelles sont celles qui dépendent de la quantité de matière? La quantité de matière, évidemment, et le volume. Est-ce que la pression et la température dépendent de la quantité de matière? Donc, elles sont. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple bidon qui permet de vite situer si ma grandeur, elle est intensive ou extensive. Voilà. Si un jour, vous me dites la température, elle est extensive, n'ouvrez pas la porte, hein, il va faire chaud d'un coup. Donc, c'est débile. On est d'accord. Voilà, donc ça, c'est extensif, intensif, il n'y a rien de compliqué pour comprendre. Toujours donc dans les définitions, on va définir ce qu'on appelle un état d'équilibre. Donc l'équilibre, nous, en thermodynamique, quand on est sur un état d'équilibre, exemple ici, l'état initial, c'est un état d'équilibre. L'état final, c'est un autre état d'équilibre. Donc, c'est que quand je suis à cet équilibre-là, comment sont les variables? Elles sont fixées, elles sont constantes. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose, voilà déjà. Les variables d'état, elles sont constantes dans le temps quand on est à l'équilibre. Maintenant, je fais évoluer mon système par des échanges. Les variables vont évoluer. Donc là, c'est plus l'équilibre. Okay? Pour l'équilibre, on va distinguer 3 situations. L'équilibre chimique, le mécanique et le thermique. Donc, si par exemple, on est à un équilibre thermique, c'est que la température sera constante. Équilibre mécanique, c'est la pression. Équilibre chimique, qu'est-ce qui est constant? C'est la concentration. D'accord? Donc là, quand vous faites une réaction chimique, vous avez déjà fait des réactions chimiques. Ça, je pouvais faire. Est-ce que là, j'ai fait une réaction chimique ici, dans cet exemple? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la paroi.
Est-ce qu'il y a une réaction chimique qui s'est produite? Non. En fait, une réaction chimique A plus B qui donne C plus D. Qu'est-ce que vous faites tout le temps? On voit l'évolution. Un tableau d'avancement. Tableau d'avancement. T égale 0, c'est ce qu'on appelle l'état initial. Vous avez une certaine quantité de matière. Là, il n'y en a pas. À un instant T, vous avez l'avancement qui arrive NB moins X, 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 jusqu'à T1 final, qu'on appelle également à l'équilibre. D'accord? Et là, vous écrivez la même chose, NA moins X à l'équilibre, bon, etc. Et quand on est justement à l'état final, c'est-à-dire à l'équilibre, comment sont ces paramètres ça? Constant. Donc, quand on est à l'équilibre chimique, les concentrations ou les quantités de matière, elles sont... C'est chaud ou pas? Okay. Elles sont constantes. D'accord? Donc, ça, c'est quand il y a une réaction chimique entre A et B qui donne C et D. Okay? Alors, par contre, il y a un petit piège, je ne sais plus où c'est écrit. Non, il n'en parle pas. Il n'en parle plus. Alors, je sais. Je vais vous dire un truc. Oui, il le dit rapidement. Comment vous comprenez cette phrase-là? Pour un équilibre chimique, la concentration est une constante. C'est ce que je viens de vous expliquer. À l'équilibre, les concentrations elles sont constantes. Donc, la réaction chimique s'est arrêtée. Et entre parenthèses, qu'est-ce qu'il vous dit? En apparence. En apparence, c'est-à-dire à nous, à notre échelle d'observateur. Ça veut dire quoi, ça? À l'échelle macroscopique. Mais donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'à l'échelle microscopique, il peut encore y avoir des échanges qui sont constants, donc ça ne s'observe pas à l'échelle macroscopique. Alors, les échanges sont constants, ça veut dire que ce qui va se faire dans un sens va être compensé par... Voilà. C'est pour ça que là, il faudrait préciser que quand je suis à un équilibre, on met une double flèche. Alors ça, je ne sais pas si vos profs, ils insistent beaucoup là-dessus ou pas. Normalement, ceux qui sont rigoureux, ils vous disent une flèche comme ça, c'est quand la réaction, elle est totale. Ça, c'est quand la réaction, elle est équilibrée. Et si on ne sait pas? La double flèche est là. Quand on ne sait pas ce qui se passe, est-ce que la réaction est totale ou équilibrée, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben oui. Ça, on a égal. Donc ça, si vos profs ils n'ont pas assez insisté, c'est pas très grave, rapidement. En gros, je mets 1 égal quand c'est une équation de bilan et je ne sais pas comment ça se passe. Donc si on met 1 égal, c'est le signe mathématique. C'est-à-dire que ce que j'ai d'un côté est égal à ce que j'ai mis de l'autre côté. Donc j'ai autant d'atomes de l'un que de l'autre. C'est ce qu'on équilibre quand on est en troisième aussi. Ou en quatrième, je sais. Troisième. Ouais. Donc, équilibrer une équation de bilan, on met 1 égal. Si on sait comment évolue la réaction, totale ou équilibrée, on met des flèches dans un sens ou équilibrée dans l'autre sens. OK? Donc, ça, c'est quand on veut être précis. Alors, ah bah tiens, justement, c'était à la suite, je ne l'avais pas vu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre apparent. Donc, l'équilibre apparent, c'est lorsque, d'un point de vue, justement, macroscopique, donc équilibre apparent, c'est ce qu'on voit. D'accord? Donc, l'équilibre apparent, c'est quand nous, à notre échelle de l'observateur, on voit que c'est un équilibre. Et donc, nos paramètres n'évoluent pas. Maintenant, d'un point de vue microscopique, il peut y avoir des échanges, mais qui se compensent. OK? Dans le même genre, tiens, pour ceux qui se rappellent, le chapitre liquide, gaz, solution. Tout à la fin du chapitre, quand on parle des états de saturation, sursaturation et sous-saturation, ça ne vous dit rien? Ouais. Ben, par exemple, quand on est à l'état de saturation, c'est un équilibre apparent. C'est-à-dire qu'il y a autant de gaz qui sort que de gaz qui rentre. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue microscopique, il y a des échanges qui continuent à se faire, mais d'un point de vue macroscopique, ce n'est pas une réaction chimique. C'est qu'il n'y a plus d'évolution d'un paramètre qui est la pression et la tension. Mais il y a encore des échanges qui se produisent. Bon, c'était pour faire le lien avec, justement, c'est ce que fait Brozart. Alors, donc ça, c'était
tout plein de définitions pour essayer de placer un petit peu dans le sujet. On continue encore avec les définitions. Donc là, c'est la troisième partie. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir lorsqu'il y a des transformations qui se produisent? Donc, ça veut dire que s'il y a une transformation, je pars d'un premier état d'équilibre, donc l'état d'équilibre A. Donc, c'est-à-dire qu'à cet état d'équilibre, comment sont les variables? Quand on est à l'équilibre, les variables sont constantes. On fait une transformation. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des variables? Elles vont évoluer, elles vont varier jusqu'à atteindre un nouvel état d'équilibre B. Exemple, ma réaction chimique. L'état d'équilibre A, c'est l'état initial. L'état d'équilibre B, c'est quand je suis à la fin de la réaction. D'accord? C'est un exemple. Et là, vous voyez, on vous fait tout plein de flèches sur les côtés. Alors, première flèche ici. Ça, c'est une première évolution possible pour aller de A à B. Deuxième flèche possible ici. Et l'autre, là, un peu tendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est une fonction d'état, c'est-à-dire peu importe le chemin. Ah, tu vas trop vite. Ça veut dire que pour aller de l'état d'équilibre A à l'état d'équilibre B, on a plusieurs possibilités. Soit on emprunte le chemin rouge, ça veut dire qu'on va faire évoluer les variables d'une certaine manière, on atteint l'état d'équilibre B. Ou alors, un autre chemin possible où les variables vont évoluer mais d'une autre manière par rapport au rouge, ou encore une troisième façon possible, et les variables vont évoluer d'une troisième façon différente par rapport aux deux premières. Soit on peut le faire comme ça, moi je préfère le faire différemment. Alors, quand à chaque fois je dis moi je préfère, c'est pas moi, hein. C'est pas personnel, j'ai rien contre vos bouillons. C'est juste que ce cours-là, si vous voulez, la thermo, je le fais avec mes élèves depuis pas mal d'années. Et donc en prépa, vous savez, c'est un peu différent. Pour ceux qui sont au courant, je suis prof en prépa. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc moi, avec mes élèves, si vous voulez, on a un programme qui est officiel, qui est défini, qui est fait par des gens un peu haut placés. Et donc, quand on doit expliquer les thermos, on nous oblige, entre guillemets, à le faire d'une certaine manière. Lui, Rebouillon, il n'y a personne qui l'oblige à faire quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut. Donc, dans son cours, il met ce qu'il veut. Ben, vous, c'est comme au lycée, les profs de terminale, ils sont obligés de faire d'une certaine manière leur cours. Voilà, c'est officiel. Et nous, dans ce qu'on fait quand on est en prépa, pour illustrer donc, ces différents chemins possibles, on le fait sur un truc concret, où on a deux variables d'état qui sont assez classiques, c'est pression et température. Très classique. Alors, pourquoi celle-là? Parce que c'est vrai qu'habituellement, quand on fait des expériences, on a un paramètre qui évolue assez peu. C'est lequel? Non. Justement, je l'ai mis ici, c'est-à-dire qu'il va varier. Donc, c'est un que je n'ai pas mis. Le volume. Voilà, parce qu'habituellement, quand on fait des réactions chimiques, vous savez, on les fait dans des réacteurs. Et le réacteur, il a un volume, il ne change pas. Voilà, donc, si vous allez au niveau industriel, le réacteur, voilà, c'est un gros truc voilà, qui fait plusieurs litres, j'en sais rien. Et ce gros truc, il ne va pas augmenter ou diminuer quand la réaction se fait. Ça se fait dedans. Donc, si vous voulez, nous, d'un point de vue expérimental, notre volume est toujours constant. Voilà. C'est pour ça que très souvent, le volume, on n'en tient pas compte parce que ce n'est pas un paramètre qui évolue beaucoup en chimie, je parle. Hein, en chimie. Donc, beaucoup de pression de température. Tout à l'heure, quand j'ai fait la réaction chimique, donc imaginons, je commence ma réaction à une certaine température et une certaine pression. Donc ça serait quoi? L'état d'équilibre A, l'initial. Okay, l'état d'équilibre A. Les paramètres pression, température vont évoluer jusqu'à arriver à la température B, qui est la température finale. Donc ça, c'est l'état d'équilibre B. Ça reprend ce qui a marqué ici. Je n'ai pas écrit état d'équilibre A, état d'équilibre B. Comment a évolué mon système pour aller de ce premier point à celui-là? Comment a évolué la pression et comment a évolué la température? Donc, ça a évolué. Donc, maintenant, si je veux savoir exactement comment ça a évolué, qu'est-ce que je mets? Des capteurs. Donc, dans mon système, je mets un thermomètre et je regarde donc, sur mon thermomètre comment évolue la température.
Pour la pression, pareil, je mets un petit capteur qui s'appelle un baromètre, un manomètre, et je vois comment évolue cette pression. Donc, c'est facile d'un point de vue expérimental. Encore plus maintenant, les capteurs ils sont reliés dans un ordinateur. Je suis assis devant mon ordi. Les paramètres, ils évoluent. Encore plus facile. Je fais un petit algorithme et vas-y, trace-moi la pression en fonction de la température. Aujourd'hui, c'est très facile. Là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, imaginons, ma pression et ma température, elles ont évolué comme ça. Même pas en rêve. Hein. Genre en ligne droite. C'est très théorique. Hein. Ou alors, ça a évolué différemment. Ça a évolué, par exemple, premier cas, qu'est-ce que j'ai fait ici? À pression constante, et la température, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente jusqu'à ici, et là, qu'est-ce que je fais? Voilà, je peux faire deux étapes bien claires. D'abord, je fais augmenter que la température à pression constante, et après, je fais augmenter que la pression à température constante. J'ai le droit ou pas? J'arrive au point B. Donc, tout va bien. Ou alors, je contrôle rien du tout, et là, ça fait ça. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait, mais imaginons que ça passe comme ça. D'accord? Mes trois situations, je passe bien de A à B. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, je suis bien passé d'un état d'équilibre A au B. OK? Et là, vous avez marqué à côté FA, FB, F pour fonction. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine fonction qu'on va appeler la fonction d'état, surlignage jaune fluo. Donc, nous, ce qu'on va analyser à partir de l'évolution de la pression et de la température, c'est une certaine fonction qui a évolué donc, au cours du système. Oh, tu sais même ton lit. Hein. Non, c'est plus confortable. Surprenant. Donc, f est une certaine fonction qui va dépendre des variables d'état et qui nous permet de voir comment évolue notre système pour passer de A à B, qui sont des états d'équilibre. Alors, ces fonctions qu'on va étudier, donc, on va les voir juste après. Ça va s'appeler, ceux qui l'ont vu, l'énergie interne, l'enthalpie, l'enthalpie libre, l'entropie. Enfin, toutes ces fonctions-là, ce sont des fonctions qu'on étudie en thermodynamique. J'ai une question quant aux fonctions. Ça va en thermo, il n'y a pas beaucoup de fonctions, mais si par exemple on va dans le chapitre de RMN, il va y avoir plein de fonctions à apprendre avec l'intégrale. Est-ce qu'il faut apprendre la proportionnalité de ces fonctions ou alors il faut juste apprendre la fonction elle-même? C'est pour chaque chapitre, je dois te dire, chaque chapitre a sa particularité avec le prof qui pose des questions ou pas dessus. Si le prof ne pose aucune question sur ces trucs-là, on s'en fout. Jamais vu un QCM, moi, où on me demande la formule. J'ai juste des QCM, on me demande la proportionnalité. Ça dépend dans quel chapitre. Là, moi, je te parle de la thermo, je vais te dire ça, on s'en fout, ça, c'est important. Parce que je sais ce qui tombe régulièrement. Toi, tu peux le deviner. Oui. Expérimentalement, c'est plutôt la ligne rouge qui est. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça dépend de ce qui s'est passé dans le système. Et après, ce qui est intéressant, c'est que toi, l'opérateur, parfois, tu peux contrôler ce qui se passe. Donc, tu peux faire augmenter que la pression, tu peux faire augmenter que la température, tu peux choisir ce que tu veux parfois. D'accord? Après, si ce n'est pas toi qui le contrôle, c'est ton système qui évolue naturellement, là, tu le subis, tu attends de voir ce qui se passe. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, la fonction d'état, si je veux calculer ce qui s'est passé entre A et B, c'est-à-dire la variation. Donc, comment a évolué cette fonction? Vous avez ce petit symbole, le delta, vous connaissez? Delta f, c'est la variation de la fonction f. C'est tout simplement la valeur de la fonction au final, moins la valeur de la fonction à l'état initial. Donc, finalement, si je fais
sa valeur finale moins sa valeur initiale. Ce qui s'est passé entre les deux, que j'ai emprunté le chemin vert, bleu ou rouge, si je fais ça moins ça, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est une caractéristique bien précise, voilà, c'est noté chez Plou. Les fonctions d'état ne dépendent pas du chemin suivi. Notez-le comme ça si vous voulez. Les fonctions d'état ne dépendent pas du chemin suivi. Donc, peu importe le chemin vert, rouge, bleu, peu importe comment ont évolué pression, température, etc., les fonctions d'état ne dépendent pas du chemin suivi. Donc, je prends la valeur finale moins, je prends la valeur initiale, j'ai la variation. Peu importe ce qui s'est passé entre les deux. OK? Et donc, cette variation, il y a un petit cas particulier ou deux. C'est lorsque le cycle il est fermé. Alors, c'est un peu absurde de dire un cycle fermé. Comment ça s'appelle déjà ça en français? Un cycle qui est fermé. C'est quoi le terme là en français? Quand les mots en fait veulent dire la même chose. Non. Ouais, c'est une figure de style. Je peux Jonas, c'est sûr? Okay. Donc, un cycle fermé, ben, pour moi, un cycle, c'est. S'il est ouvert, c'est plus un cycle. C'est un cycle fermé, c'est un cycle qui est fermé. Dans ce cas-là, on vous dit les variations de fonction d'état sont nulles. Est-ce que c'est logique? Ça veut dire que je suis parti d'un état initial, à une certaine pression, à une certaine température. Je fais évoluer ces paramètres-là. Ils augmentent, machin, et puis après ça rediminue. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc imaginons que je pars de là, je fais évoluer et je reviens au même état. Ben, vu que je fais final moins initial, si je suis revenu au même niveau, voilà, delta F égale 0. Donc cette fois, la variation delta F serait égale à 0, mais c'est un cas particulier. OK? Alors, toujours dans les définitions, etc. Quand je fais une transformation comme celle-là, j'ai dit les paramètres, ils évoluent. Mais est-ce qu'ils sont censés tous évoluer forcément? Non. Et je vous ai même dit, nous, opérateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut contrôler, on peut choisir ce qu'on veut faire varier. C'est possible. Dans ce cas-là, si delta T égale 0, ça veut dire quoi delta T égale 0? La température va rester constante. On parle dans ce cas d'une transformation isotherme. Iso, c'est la même terme température. Quand c'est delta V qui est égal à 0, c'est-à-dire que le volume va rester constant. On dit que la transformation, elle est isocore. Quand c'est la pression qui est constante, on dit que c'est isobar. Et après, vous avez un petit cas particulier, c'est quand delta Q égale 0. Alors, ce Q, on n'en a pas parlé. Hop. C'était peut-être écrit avant, je l'ai appelé. C'était écrit avant, je crois, peut-être en tout petit quelque part. On parle de QW. Là. Voilà. Q, la chaleur, et W, ce qu'on appelle le travail. Mais ça, vous l'avez vu au lycée. Okay. Donc, Q, la chaleur. Alors, moi, je n'aime pas du tout ce terme-là. Donc, ce n'est pas moi qui décide. Donc, Q, lui, il appelle ça la chaleur. Et vous, au lycée, vous l'avez appelé comment? Voilà. Normalement, on appelle ça plutôt un transfert thermique. Donc, Q, ça sera la chaleur, et ce qu'on appelle W, comme il a marqué ici, c'est le travail. Ça aussi, vous l'avez vu au lycée. Okay. Donc, Q, la chaleur. Hop, ici, on vous dit justement. Ah, quelle horreur. Donc, il vous dit que. Normalement, il n'y a pas de delta. Hein. Bref. Ouais. Alors, ça, il en fait beaucoup des conneries comme ça. Il met des deltas, des fois, il n'en met pas. Des... Ouais. Donc, si Q égale 0, donc Q, c'est ce qu'on appelle le transfert thermique. Donc, si Q égale 0, c'est qu'il n'y a pas d'échange thermique. Et c'est que dans ce cas-là, attention au vocabulaire. Enfin, attention, lui, il s'en tape complet, mais bon, nous, on va essayer de faire un petit peu rigoureux. Quand tu dis isolé, c'est quoi qui est isolé? C'est un système.
Si Q égale 0, là, il est marqué à côté adiabatique. Mais c'est quoi qui est adiabatique? C'est la transformation. Voilà, donc pour moi, ça c'est hyper important. Pour lui, un peu moins. Donc moi, c'est juste pour vous dire que, attention donc, au vocabulaire. Ce qui est fermé, isolé ou ouvert, c'est mon système. D'accord? Donc c'est un système qui sera isolé. S'il est isolé, c'est qu'il n'y aura pas d'échange de matière et pas d'échange thermique. Donc s'il n'y a pas d'échange thermique au cours de la transformation, c'est la transformation qui sera adiabatique. Pour moi, c'est important. Donc, transformation adiabatique, pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Et si on veut qu'il n'y ait pas d'échange de chaleur, il faut que le système soit isolé. Voilà, donc, on revient encore l'aspect un petit peu dans le Chauvin de Marseille. Marseille, plus grand lieu de la thermodynamique avec Calvin notamment. Comme hier soir. Non, pas comme hier soir. Si, d'un point de vue thermodynamique, il faisait très chaud là-bas. Donc, il y avait un gros transfert thermique qui s'est produit donc, au stade Vélodrome hier soir. Par contre, à part le transfert thermique, c'était la merde. Bref. On était plutôt sur ça. Voilà. Donc, l'OM hier soir, fonction d'état égale à 0. Bon, bref. Alors, cette fameuse fonction d'état. Donc, dans ce petit tableau, qui est tout petit, vous avez tout petit, voilà. Bon, il est important celui-là, le tableau. Quelles sont les fonctions d'état que nous, on va étudier dans ce chapitre-là? Il y en a 3 ou 4, pardon, 4 ou 5 qui sont importantes. L'enthalpie, notée grand H, vous le voyez correctement. L'énergie interne, notée grand U. L'enthalpie libre, notée grand G. L'énergie libre, grand A. Et l'entropie, S. Ça, ce sont des fonctions d'état. Quelles sont les particularités des fonctions d'état? On l'a dit juste avant. Écrire. Elles ne dépendent pas du chemin suivi. Donc, ça veut dire que si je veux calculer la variation d'une fonction d'état, qu'est-ce que je fais? Je prends sa valeur finale moins sa valeur initiale et je calcule la variation. Ce qui s'est passé entre les deux, on s'en fout. OK. Alors, ça, c'est une première chose. Là, les fonctions d'état, chacune va nous permettre de calculer une certaine particularité, une certaine chose. Les deux premières, donc, que ce soit l'enthalpie ou l'énergie interne, vont nous permettre de calculer l'énergie totale échangée avec l'extérieur. Les deux autres, l'enthalpie libre et l'énergie libre. Donc en gros, quand c'est libre, on ne calcule que l'énergie utilisable. Comment vous comprenez cette différence entre énergie totale et énergie utilisable? L'énergie totale, c'est celle qu'on peut pas, enfin, celle qui englobe l'énergie utilisable et celle qu'on ne peut pas réutiliser, par exemple la chaleur. Voilà. Rappelez-vous mon petit schéma ici. Ici, énergie en entrée. L'énergie qui sort, voilà, celle qui sort, c'est celle qui va être utilisable par le système. Exemple, mon ampoule, ça serait quoi l'énergie utilisable? On veut s'en servir pour être éclairé. Donc ça, c'est l'énergie lumineuse. Par contre, qu'est-ce que je vous ai dit? Les pertes par énergie thermique, les pertes par effet Joule. Donc, l'énergie totale, c'est quoi? C'est ça plus ça. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie totale échangée par le système avec l'extérieur. Et l'énergie utilisable, ça c'est le calcul, il n'y a que de ça. Donc, qu'est-ce que je soustrais? Les pertes. Donc, suivant ce que je vais chercher à calculer, je vais me servir de telle ou de telle fonction. Et après, on vous met à côté pression constante, volume constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque fonction, il faut un paramètre qui ne varie pas. Et dans ce cas, ça sera la pression. Plus ou moins. En fait, c'est plutôt d'une autre façon qu'il faudrait le dire. C'est que si je veux calculer l'énergie totale, cette énergie totale, je peux la calculer soit avec l'enthalpie, soit avec l'énergie interne. Mais si
la pression est constante. Donc, ça fait si la transformation, elle est isobar. Il vaut mieux se servir de l'enthalpie. Parce que c'est beaucoup plus facile à calculer. Si par contre, la transformation, elle est isocore. Isocore, ça veut dire un volume constant. Dans ce cas-là, il vaut mieux se servir de l'énergie interne qui me permettra de calculer beaucoup plus rapidement l'énergie totale. Donc, en gros, ça veut dire que si ces paramètres-là ne sont pas constants, je peux me servir soit de celle-là, soit de celle-là, mais ça sera un peu plus galère. En gros, c'est ça. Bon, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de calcul à faire. Encore une fois, c'est là la différence entre médecine et ce qui peut se faire ailleurs en thermo, où là, la thermo, par exemple, pour mes élèves de prépa, c'est des exercices monstrueux avec des gros calculs horribles, ils détestent ça. Pour vous, vous n'avez pas de calcul. Donc, pour vous, c'est assez léger. Donc, il n'y a pas de calcul. Il y a des formules comme ça à prendre qui ne sont pas très compliquées. Mais c'est surtout, en fait, si vous voulez, globalement, la compréhension. Bon, parfois, c'est assez abstrait dans la thermodynamique, comme ça peut être très concret. C'est ce que j'essaie un petit peu de vous faire, de vous donner des exemples concrets pour vous dire que la thermo, ça s'applique dans la vie de tous les jours. D'où la casserole, le thermos, voilà. Dans la vie de tous les jours, c'est très facilement applicable. Lui, avec son cours, on ne sait pas trop vers quoi il veut aller. L'énergie utilisable. Donc, c'est-à-dire la totale moins les pertes, donc celle qu'on veut vraiment utiliser. Je peux la calculer donc avec deux fonctions, soit l'enthalpie libre G, soit l'énergie libre A, soit quand c'est un volume constant parce que c'est plus facile, soit quand c'est isobar parce que c'est plus facile. OK. Alors, si on les appelle libres à chaque fois, ben on peut, encore une fois, faire un petit mot mnémotechnique. Quand ces énergies-là sont libres, c'est qu'on s'enlève justement la contrainte des pertes. Et l'entropie. Donc, l'entropie, c'est également une fonction d'état qui, elle, j'en ai déjà parlé, va mesurer quoi? Ah oui, moi, j'aime pas ça aussi. Donc là, il met ordre, je déteste. Voilà, c'est le désordre. Corrigé. Et ça, c'est une grosse source d'erreur, son truc-là. Parce que justement, si l'entropie augmente, d'ailleurs, je l'ai dit quoi? L'entropie augmente avec la température. Qui fait augmenter la vitesse. Mais justement, si la température augmente, je me dis la vitesse des particules augmente. Donc, qu'est-ce qui augmente? Ben voilà. D'où sa connerie. Quand j'augmente l'entropie, c'est le désordre qui augmente, c'est pas l'ordre. Non, après, il met des ordres partout. Voilà. Donc, dans son tableau, ça fait des années et des années qu'il laisse ordre. Alors, juste pour vous donner l'aspect un peu historique de son cours à Rebouillon. Ce n'était pas lui qui le faisait il y a 10 ans, un peu plus en arrière, ce n'était pas lui qui faisait ce cours. Il s'appelait Galis. Il est parti à la retraite et c'est Rebouillon qui a récupéré son cours. Mais il a récupéré, il a pris le poly, il n'a rien changé. Et dans le poly de Galis, où il y avait des erreurs, comme ici par exemple, il ne les a pas changées non plus. Voilà, pour vous expliquer le niveau de notre ami Rebouillon que j'aime beaucoup. Alors, après, on pourrait essayer de comprendre pourquoi H pour enthalpie. Ah oui, parce qu'il y a un H ici. Non, aucun rapport. Donc, là, il va nous expliquer qu'en gros, l'enthalpie libre, donc rangée, pourquoi ce G? Parce que ça vient du scientifique qui s'appelait Gibbs à l'époque, qui avait travaillé dessus. Donc, il a donné son initiale. À part ça, on s'en fout. Alors, toujours dans les définitions d'ordre général, la réaction qu'on va donc étudier, elle peut être soit endothermique, soit exothermique. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu, ce terme-là. Au lycée, vous l'avez vu? Exothermique. Ouais. Donc, exothermique. Donc, Négatif. Ex. Ouais. Ex comme extérieur, cette énergie, elle va aller à l'extérieur du système. Donc, c'est-à-dire que exothermique, l'énergie exothermique, l'énergie thermique, on y arrive. Exothermique, l'énergie thermique, ex, elle va à l'extérieur. Donc, elle sort du système. Je n'ai pas entendu. Donc, quand on a une réaction qui est exothermique, c'est que l'énergie thermique va à l'extérieur du système, donc elle sort. Théorie du porte-monnaie.
Quand ça sort du porte-monnaie, c'est que c'est négatif. Donc, une réaction qui sera exothermique. Alors, qu'est-ce qui va être négatif? La fonction. Quelle est la fonction qui englobe l'énergie thermique? Eh oui, on vient de le voir dans le petit rectangle là-haut. Hein? Est-ce que ce sont les énergies utilisables qui englobent l'énergie thermique? Non. C'est dans l'énergie totale qu'on a l'énergie thermique. D'accord? Après, je pourrais prendre en compte les deux fonctions. Rappelez-vous ce que je dis tout à l'heure. Dans la vie de tous les jours, habituellement, quand on fait des réactions chimiques, on a un volume constant ou à pression constante? Oui. On est plutôt à volume constant. Donc, est-ce que le volume, ça sera un paramètre intéressant à manipuler? Non, parce que le volume, par définition, il sera constant. Donc, ce n'est pas intéressant. Par contre, quel est le paramètre qui serait intéressant à prendre bloqué? C'est la pression. D'accord? Le volume, de toute façon, il sera constant. Donc, que le volume ne varie pas, c'est presque logique. Donc, ça ne sera pas intéressant de manipuler l'énergie interne parce qu'il sera forcément constant. Mais nous, opérateurs, si on peut bloquer la pression, l'autre paramètre qu'on va analyser, ça va être lequel? La température. Et quand je parle de thermique, je fais référence à quoi? À la chaleur, donc la température. Donc, très souvent, ce qu'on veut faire évoluer, c'est la température. Et donc, ce qu'on va chercher à bloquer, ça sera la pression. Si vous voulez, globalement, quand on étudie un système, nous, opérateurs, est-ce qu'on aime voir tous les paramètres qui évoluent tous en même temps? Non. Habituellement, on en bloque certains et on essaie de faire varier un autre. Donc là, si je bloque la pression, qu'est-ce qui va évoluer? La température. Inversement, je peux bloquer la température et voir comment évolue la pression. OK? Donc là, si on veut voir ce qui se passe d'un point de vue thermique, donc qui dit thermique dit température, on va bloquer donc la pression, c'est ce qu'on vous dit ici, à pression constante. Donc la transformation, elle sera iso-bar. On va essayer de voir comment évolue cette température. OK? Et la fonction qui est la plus adaptée quand on a pression constante, on a dit, c'est l'enthalpie, H. OK? Et là, deux possibilités. Soit la variation d'enthalpie est négative. Donc, quand c'est négatif, c'est que ça sort du système. On dit que la transformation, elle est exothermique. Soit delta H est positif, ça rentre dans le système. Dans ce cas-là, c'est endothermique. C'est-à-dire que ma réaction, elle va consommer de la chaleur. Alors, tu m'as dit, ça refroidit, ça je ne sais pas quoi. Quand c'est exothermique, qu'est-ce qui se passe? Ça libère de la chaleur. Donc, que va faire de l'extérieur? Elle va se réchauffer. Inversement, si mon système a une transformation endothermique, elle prend de la chaleur donc à l'extérieur. Donc, l'extérieur a sa température qui est censée diminuer. Et là, on parle de transformation endothermique. OK? Pour faire un lien avec ce que vous connaissez peut-être du lycée. Quand vous faites une réaction chimique, vous avez peut-être fait donc, au lycée, une réaction, donc c'est souvent dans un bécher, OK? Et souvent, votre prof, il vous dit, faites attention, ça va être chaud. Vous n'avez jamais fait ça? Vous faites une réaction, et puis après le bécher, à la fin, il est tout chaud. En thermodynamique. Donc, il y a une réaction qui est très, très simple. Ce n'est pas une réaction, mais bon, c'est une expérience à faire. Vous prenez des petites pastilles de soude. Vous avez déjà vu de la soude? Des petites pastilles blanches, donc c'est un solide, et vous mettez dans l'eau. Donc, en gros, vous préparez une solution de soude. D'accord? En mettant donc ces pastilles de soude dans l'eau, donc on fait une dissolution, toucher le bécher, c'est brûlant. Pourquoi? Parce que la dissolution, elle est exothermique. Donc, en fait, mon système, c'est mes pastilles de soude, et l'extérieur, c'est l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dissolution de la soude libère de la chaleur, où ça? Dans l'eau. Et donc, la température de l'eau, elle augmente. Je touche mon bécher, c'est brûlant. D'accord? Ça veut dire que la dissolution, elle a été exothermique. Après, il y a d'autres expériences sur d'autres solides. Vous les mettez dans une solution de l'eau, par exemple, vous touchez, c'est froid. Pourquoi? Parce que là, c'est endothermique, c'est-à-dire que la dissolution, elle va prendre de la chaleur où ça? Dans l'eau, dans l'extérieur. Non. C'est mon système, c'est le solide. Et quand il se dissout, il a besoin de consommer de la chaleur. Il le prend où? Dans l'eau. Donc, que fait la température de l'eau? Elle diminue. Et là, c'est tout bizarre, on touche au truc.
C'est froid. Et oui, ça a pris de la température, ça a pris l'énergie thermique à l'eau. Très souvent, vous, quand vous faites des expériences comme ça, la température n'évolue quasiment pas, donc ça reste à peu près à la même température. Donc, si vous voulez, voilà, vous serez au lycée, vous demandez à votre prof, monsieur, on peut faire une réaction exo ou endothermique. Vous pouvez faire l'expérience au lycée. L'exemple de la soude, après, c'est un petit peu dangereux, il faut mettre les gants. Donc, ça, c'est exo et endothermique. Ça aussi, ça tombe très souvent, il ne faut pas confondre. Endergonique et exergonique. Donc là, c'était exothermique, endothermique. Donc ça ressemble beaucoup. Là, c'est exergonique, endergonique. Cette fois, ça fait référence à un autre paramètre qui va évoluer de manière positive ou négative. Le G de gonique, c'est pour l'enthalpie libre G. L'énergie, l'enthalpie libre. L'énergie de Gibbs. De Gibbs, voilà. Si la variation de l'enthalpie libre est négative, d'accord, cette fois, on dit que c'est exergonique. Si c'est le delta G qui est positif, on dit que c'est endergonique. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'en termes de signes, quand c'est négatif, c'est exothermique, exergonique. Et quand c'est positif, delta H ou delta G, endo ou ender. Endothermique, endergonique. Donc, c'est facile à retenir comme ça. C'est quoi l'énergie? C'est l'enthalpie libre, c'est l'autre nom. On l'a vu juste au-dessus. Là, l'enthalpie libre G, énergie de Gibbs. C'est pour expliquer pourquoi on mettait ce G. Alors, autant regarder ici, delta H négatif ou positif, c'est pour dire si ça consomme ou si ça libère de la chaleur, donc de l'énergie thermique, donc exo ou endothermique. Delta G négatif ou positif, qu'est-ce qu'il va nous donner comme indication? C'est par rapport à l'énergie utilisable. D'accord? L'énergie utilisable par mon système. Si mon système, il se passe une réaction chimique, d'accord? Soit la réaction, elle est dite spontanée, ça veut dire que je prends mes réactifs, je les mets ensemble, boum, réaction, ça se fait tout seul. Donc ça, c'est quand delta G est négatif. Soit le delta G est positif, et dans ce cas-là, la réaction, elle sera non spontanée. C'est-à-dire que je mets mes réactifs dans la solution, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, sauf si j'apporte de l'énergie pour que la réaction elle se fasse. Donc, je vais forcer la réaction à se faire. OK? Donc, exergonique, delta G négatif, la réaction se fait spontanément. Endergonique, c'est moi qui dois chauffer, c'est moi qui dois apporter l'énergie pour qu'elle puisse se faire. Ça vous rappelle rien, ça? La réaction partielle. Donc, par exemple, ça vous l'avez fait au lycée, donc effectivement, donc, une pile, c'est quoi? On transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Et ça, si je veux le faire, il faut que la réaction elle soit spontanée. C'est-à-dire que l'oxydant et le réducteur que je vais mettre, il faut qu'ils réagissent. Comment? C'est ça, du cuivre. Ah, si jamais. Alors, une pile, la réaction, elle est spontanée. D'accord? Si maintenant, je mets un oxydant et un réducteur qui ne réagissent pas ensemble, je ne peux pas en faire une pile. D'accord? Maintenant, ce qu'on appelle l'électrolyse, c'est quoi? Alors, l'électrolyse, très souvent, c'est pour recharger une batterie. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut recharger une batterie? Surtout parce que tous les réactifs ont été totalement consommés. Donc, j'ai plus de réactifs. Donc, forcément, il n'y a plus de réaction, donc il n'y a plus d'énergie qui va être transformée. Et par contre, si je fais une électrolyse, je vais faire la réaction inverse. C'est-à-dire que c'est les produits qui vont me reformer les réactifs. Sauf que, est-ce que les produits, ils réagissent spontanément ensemble? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une électrolyse? Un générateur. Exactement. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de la pile, au lieu de mettre une résistance, qu'est-ce qu'on met? Un générateur. Et ce générateur, qu'est-ce qu'on fait? On le met en opposition. Donc, on va obliger, en fait, en envoyant de l'énergie électrique, on oblige la réaction à se faire dans le sens inverse. Et là, effectivement, si j'oblige la réaction à se faire dans le sens inverse, c'est que c'est
en ergonique. Donc là, vous retournerez cette semaine au lycée avec votre prof de physique et vous lui direz, excusez-moi monsieur, est-ce que par hasard, quand on est en fonctionnement pile, ça ne serait pas une réaction donc, exergonique? Et quand on fait la réaction inverse, c'est parce que la réaction elle est endergonique. Ça ne serait pas par rapport à la variable de Gibbs, tout ça, monsieur. Donc là, vous pouvez vous la péter un tout petit peu. Ou pas, si vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est bon? Alors, toutes ces fonctions-là, ce sont des fonctions, on a dit, d'état. Particularité des fonctions d'état, elles ne dépendent pas, il y en a qui suit. Elles ne dépendent pas du chemin suivi. C'est une première chose. Deuxième chose très importante de ces fonctions d'état, elles sont toutes extensives. Surlignage, jaune fluo. C'est quoi des fonctions qui seraient extensives? C'est un peu comme les variables qui sont extensives, c'est-à-dire. Oui, mais c'est quoi la particularité d'une fonction qui est extensive? Elle dépend de la quantité de matière. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si j'augmente la quantité de matière, la fonction que ça va faire, elle va augmenter de la même manière. Je double la quantité de matière, la fonction double de la même manière. Donc, si la quantité de matière double, la fonction, elle double aussi sa valeur. C'est proportionnel. Donc, c'est directement relié. Donc, elle dépend de la quantité de matière. Dans ce cas-là, on dit que les fonctions d'état, comme les variables d'état, elles sont additives. Vous vous rappelez mon petit schéma que j'ai effacé là, avec ma paroi que j'ai enlevé entre les deux états? Pour ça qui était extensive. On les additionnait comme ça. On les a additionnés. Ça, c'est 2. Voilà. Donc, par exemple, pour trouver le volume total, j'ai fait quoi? J'ai fait 2V1. V1 plus V1, donc ça c'est 2V1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une addition. Donc, on dit qu'elles sont additives. Surlignage jaune fluo. Ici, je dis, c'est clair? C'est un pastel. Ça passe. OK, donc, les fonctions d'état ne dépendent pas du chemin suivi. Elles sont extensives et donc elles sont... Voilà. Encore une fonction d'exemple, le cycle qui est fermé. Là, la fonction d'état, est-ce qu'elle va varier? Cycle fermé. Je passe de l'état initial et je reviens de l'état, donc la variation est égale à 0. Bon, tu peux partir si tu veux. Là. Je sais que tu es fatigué, vas-y, va-t'en, s'il te plaît. Il reste 5 minutes. Non, mais moi, j'attends pas parce que tu me saoules depuis tout à l'heure. Tu fais que rigoler, tu dors, après, tu fais que parler. Alors voilà. Donc, si tu es venu le dimanche matin pour faire ça, reste chez toi. Je suis très, très chiant, je sais. Mais ça, moi, ça me saoule. Voilà. Donc, soit ça ne t'intéresse pas et tu te tais pendant encore 5 minutes, soit voilà, je t'autorise. Tu as le droit, tu peux rentrer chez toi si tu veux. C'est bon, 5 minutes, on peut y arriver? Trop fort. Je comprends pas. Alors, oui. Pour un cycle fermé, on note une intégrale de contour. Ah, oula. Alors, toute cette partie-là, vous avez compris, je n'ai pas parlé du tout, ça ne tombe jamais. Parce que, en gros, je vous l'ai dit, la thermo, c'est des calculs mathématiques qui sont très poussés. Exemple. Donc, ces fonctions d'état, si je veux calculer en fait leur variation, donc delta F, pour les calculer, je fais quoi? Des calculs intégrales. Donc, c'est que très souvent, en fait, les fonctions d'état, on va vous les donner sous leur forme différentielle. Vous avez fait en maths, ça? Les formes différentielles. Alors, justement, comme vous le voyez ici, cette fonction d'état, elle dépend de quoi? De deux variables. Donc là, il est marqué x, y, mais nous, ça sera pression, température et compagnie. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la forme différentielle, vous n'avez pas fait ça avec les profs de maths? Des ronds f sur des ronds x. Des dérivées partielles, vous l'avez fait? Bon, ça, c'est au programme de l'UE 4, hein, donc de maths. Donc, ça, c'est pour les fonctions qui dépendent de plusieurs variables. Donc, très souvent, on vous donne les formes différentielles. Donc, en gros, la forme différentielle, ça se calcule quand on a une variation de la variable. Donc, on met petit dx, petit dy, c'est pour dire que ça varie très peu. Voilà, on le prend sur un intervalle qui est très, très court. Bon, nous, ça ne sera pas dx, dy, mais ça sera dt, dp, dv.
donc sur des variations de volume, pression, température très très petites. Mais après, si on veut avoir de la variation globale, ben, comme c'était des dérivés partiels, si vous voulez, il faut intégrer. Et ça, c'est là où je vous disais, calculs mathématiques qui peuvent être très poussés, donc des calculs d'intégrale, avec, rappelez-vous, ici, donc, il faut trouver la primitive. Oui, mais il faut trouver donc, quelle est la primitive de la fonction qu'on me donne. Si c'est constant, c'est facile, mais si la primitive, elle dépend de la variable, il faut se taper toutes les primitives. Voilà, donc mathématiquement, c'est assez poussé, surtout si on fait des intégrations par partie et compagnie. Voilà, donc la thermo, ça peut être un petit peu chaud quand même. Donc c'est pour ça que nous, quand on introduit la thermo, on est toujours au départ sur des exemples simples où on dit c'est à pression constante, c'est à volume constant, comme ça, il y a plein de choses qui sont constantes, il n'y a qu'un paramètre qui évolue. C'est pour ça qu'on fait soft pour l'instant. Bon, vous n'avez aucun calcul. Donc si on te dit l'intégrale de recouvrement est nulle, vous savez que quand on fait une intégrale, on met des bornes. Voilà. Donc si dans l'intégrale, je mets ici petit a et ici petit a, peu importe ce que j'ai mis ici, ça fait 0. Voilà, donc l'intégrale de contour. En gros, je pars d'une borne, je reviens à la même borne. Donc ça ferait 0. Ça, c'est des maths. Nous, on ne fait pas tout ça. Parce que tu fais un tour. Et ça vaut toujours 0 l'intégrale. Et si les bornes sont les mêmes dans les maths, il n'y a pas d'exception. C'est comme un cycle fermé. Tu pars d'état initial, tu reviens à l'état initial. Alors, pour la suite, toujours dans les généralités, ce qu'on appelle donc des transformations réversibles et irréversibles. Donc là, il y a une phrase qui tombe tout le temps, c'est celle-là. La passer. Donc, j'irai plus vite maintenant. Donc la définition de l'état réversible. Alors, ces définitions, elles tombent chaque année quasiment. Parfois, il change un mot ici, ou alors il dit l'état irréversible, c'est ça. Non, c'est le réversible. Bon. Définition, on va essayer quand même de comprendre un petit peu. Donc, c'est réversible lorsque le système passe. Donc, il est marqué quoi? État initial, état final. Voilà. Donc, quand il passe de l'état initial à l'état final, attention à la phrase, par une infinité d'états intermédiaires infiniment peu différents d'états d'équilibre successifs. Ouais. Donc, en gros, pour aller de l'état A à l'état B, est-ce que j'y vais brusquement dans une variation donc, brutale de la température ou de la pression? Non. Je vais de A à B en faisant comment? Je fais varier un tout petit peu la température et la pression. Je m'arrête. État d'équilibre. Je fais varier un tout petit peu. Hop. Nouvel état d'équilibre. Je fais varier un tout petit peu. État d'équilibre. Et ça, je le fais combien de fois? Une infinité d'états intermédiaires, infiniment peu différents d'états d'équilibre successifs. Donc, je fais plein d'états d'équilibre successifs pour aller de A à B. J'en fais plein, une infinité. Et une fois que je suis arrivé à l'état final, je peux faire le chemin inverse en passant par exactement les mêmes états d'équilibre. Et je reviens au même état initial, avec les mêmes paramètres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état réversible. Si c'est irréversible, on y va assez brutalement et donc les paramètres vont forcément changer. Okay. Alors, un exemple, encore une fois, pour que ce soit un petit peu concret. C'est pour la pompe à vélo. Alors, à une époque, il donnait son exemple avec la pompe à vélo, je ne sais pas s'il le fait encore. L'exemple de la pompe à vélo. Tout le monde connaît la pompe? Voilà. Donc, soit je veux gonfler un ballon, ou je veux gonfler donc, la roue de mon vélo, peu importe. Soit je fais un aller-retour. Donc, on va prendre ça. On va prendre l'aller-retour. État initial, aller-retour, je reviens au même état. OK? Si je fais brutalement, rac, crac, est-ce que je reviens exactement à l'état initial avec exactement les mêmes paramètres? Qu'est-ce qui va évoluer? Non. J'ai tiré, j'ai poussé. Je suis revenu à la même pression. Oui. Et oui. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, alors pas en un seul aller-retour, vous en faites plusieurs d'aller-retour assez brutalement. La pompe, elle est comment après? Elle est hyper chaude. Donc, qu'est-ce qui a augmenté en faisant tous mes allers-retours?
la température. Donc, est-ce qu'en faisant un aller-retour, je suis revenu exactement aux mêmes paramètres qu'au départ? La température augmente. Maintenant, deuxième expérience, je prends la pompe à vélo et je veux faire quelque chose de réversible. Qu'est-ce que je vais faire? Je tire un tout petit peu, j'attends. Je tire un tout petit peu, j'attends. Je tire un tout petit peu. Bon, si mon but c'est de gonfler le ballon ou le vélo, le lendemain j'y suis encore. Hyper efficace. Par contre, en faisant ça tout doucement et en repoussant tout doucement, là, la température, ça sera la même. D'accord? Voilà. Encore un petit exemple comme ça concret de ce que c'est que réversible ou irréversible. OK? Voilà. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on serait plutôt sur quelque chose d'irréversible. Donc, la température va augmenter. Maintenant, ça dépend de ce qu'on cherche à faire. On veut gonfler. On ne veut pas que la température reste constante. On veut gonfler le pneu. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret. On parle d'équipe thermodynamique. Alors, donc d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il vous balance maintenant gaz parfait. C'est rebouillé. Donc d'un coup, gaz parfait. Donc gaz parfait, vous savez ce que c'est, vous l'avez déjà vu donc, au lycée, avec la fameuse équation PV égale nRT, mais surtout, on l'a vu dans un chapitre du E3, liquide gaz solution. Donc ça, je vous invite à revoir ce chapitre-là, parce que finalement, et enfin, pour une fois, miracle, ils font à peu près la même chose, donc tant mieux. Définition de gaz parfait, c'est un modèle, d'accord? C'est une modélisation d'un gaz dans lequel les molécules, on va supposer qu'elles n'interagissent pas entre elles. Par contre, il y aura des chocs sur les parois, mais pas de choc entre les molécules. Donc, on néglige les chocs lorsqu'elles se rencontrent. Donc, par contre, les chocs sur les parois, on les prend en compte. Et normalement, il y a une autre hypothèse, mais que lui ne donne pas, c'est pour que ce soit un gaz parfait, il faut qu'on néglige les chocs entre les molécules et. Non. Location, ça soit dans la pression. Non. La température, elle soit non. vibration. Non. 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 Le volume. Volume. C'est un grand volume par rapport. Voilà. Il faut que le volume des molécules soit très faible par rapport au volume total occupé. Pour négliger le volume des molécules. J'ai une question. Dans un autre cours en UE3, on nous dit qu'un gaz parfait répond à 5 lois. Pourquoi est-ce qu'ici il y aurait 7 lois? C'est celui-là dont je te parle. Le courant liquide gaz solution. Alors là, il en dit 7. Mais donc, c'est quoi la réponse? Si jamais il y a un QCM. Ben, c'est là où il faudra apprendre qu'avec Brozard, il y en a 5, que lui, avec Robouillon, il y en a 7. Mais tu retrouves les 5, regarde. Sachant qu'en plus, en plus, il y a la différence entre à l'échelle microscopique et macroscopique. Les 5 fois, c'est à l'échelle macroscopique, et les 2 dernières, c'est à l'échelle microscopique. Ouais. Donc là, il ne le précise pas trop. Donc là, tu as les 5 premières, c'est exactement les mêmes que dans le liquide gaz solution. Boll-Mariotte, Avogadro, Charles, Gay-Lussac et Dalton. Et là, c'est super parce que si j'ai fait l'effort dans le chapitre du E3, liquide gaz solution, d'apprendre, etc., je vois ça, je me dis, ouf, un truc que je peux réutiliser, c'est la même chose, donc tant mieux. Effectivement, ces 5 lois, c'est les mêmes. C'est-à-dire Boll-Mariotte, à température constante, le produit PV constant. Avogadro, volume égaux, etc., de volume Charles, etc. C'est les mêmes. Il y en a 2 autres, effectivement. Loi de Joule et loi de Henry. Alors, loi de Henry, on l'a vu aussi dans ce chapitre-là. Voilà, ouais. La loi de Henry, elle nous dit que à pression à saturation, à pression constante et à saturation, la dissolution d'un gaz est proportionnelle à sa pression. Bon. Et là, il vous dit à peu près la même chose, c'est que la pression partielle d'un gaz est une fonction de la quantité de matière de ce gaz-là. C'est-à-dire que plus je vais augmenter la quantité de matière, et plus la pression va forcément augmenter. Comment vous comprenez ce que c'est que la pression, vous? Le choc des particules entre elles ou contre les parois. Voilà. La pression, globalement, c'est quand les molécules elles font des chocs contre les parois ou entre elles. J'augmente la quantité de matière. Donc, j'augmente le nombre de molécules. Donc, forcément, il y aura plus de chocs contre les parois et plus de chocs entre elles. Donc, dire que dans ce cas, la pression augmente, ben, c'est logique. C'est tellement logique qu'il faudra juste se rappeler en fait, que ça s'appelle loi de Henry, mais qu'on a vu aussi en UE3. Loi de Joule.
l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température. Donc ça s'apprend par cœur. Après, il y aura des exemples sur justement cette loi de Joule, mais en gros, ça ne dépend que de la température. Donc, ça ne dépend pas de quoi? De la pression. Ah, voilà. Ah bah, tiens, il y avait l'exemple de la pompe à vélo aussi. Oui. Vous avez dit qu'on négligeait pas les chocs entre les parents. Il y a quand même un peu de pression. Il y a de la pression. Après, la pression, elle est constante. C'est juste ça. Bon, il est midi 7, j'ai un peu dépassé. Je voulais m'arrêter là. Voilà. Donc là, on a quand même introduit pas mal de définitions, de notions sur la thermo. Évidemment, c'est pas fini, il faut encore bosser. Oui. On m'a dit midi. En fait, je veux payer un peu aussi. Sachant que si jamais je m'avance de près. Si jamais on est pas. Demande à des aides. Dan, je t'ai dit, tu demandes après laquelle c'est peut-être une relation avec un aide qui a fait des chimies, des classes, peu importe. Moi, je trouve que c'était stratégique. C'est stratégique, c'est de prendre une minute et de te servir. Oui, en plus, tu vois, tu prends droit, c'est sympa. Ouais, le programme, en plus, on parle même de thermo et tout ça. Donc, tu prends physique chimie ou tu prends stats, au moins, dedans, il y a des choses qui vont te servir ou que tu auras déjà vu. Là, c'est concret. Et pour revenir aux formules, par exemple, moi, quand je faisais le chapitre sur RMN, donc résonance magnétique nucléaire, je connais. Je vais m'expliquer. Attends, juste, j'arrête le photo. C'est-à-dire qu'il y avait des triples intégrales et puis même il y avait des dizaines de formules pour un seul cours. En RMN? Ouais. Par exemple, pour un seul cours, il y avait au moins une vingtaine, trentaine, plus, même 50, 60 formules à apprendre. Du coup, on apprend cette formule-là. C'est intégral de partout. Non.